académique adjoint des services de l'éducation nationale, en charge des lycées au sein de l'Académie de Paris. J'avoue être totalement profane en matière de sciences médicales, un petit peu moins en matière de formation, mais finalement très intéressé par les problématiques de santé en tant que professionnel de l'éducation nationale. Et pour preuve de cet intérêt que l'éducation nationale peut porter aux questions de santé, je ferai remarquer simplement le titre donné à la circulaire de rentrée adressée par le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï à tous les cadres. Une école engagée pour l'excellence, pour l'égalité, et c'est peut-être le troisième thème qui est le plus intéressant, une école engagée pour le bien-être. Intéressant chacun d'entre nous tout au long de notre vie, la réflexion sur la santé amène à interroger sur la façon dont elle est prise en compte. De l'école, c'est-à-dire du lieu du premier temps des apprentissages, lieu de transmission des valeurs humanistes, de préparation à la vie citoyenne et à la vie professionnelle, jusqu'à l'entreprise, lieu d'exercice d'un métier, d'une activité qui devrait se concevoir à la fois comme rémunératrice et comme épanouissante. Pour aborder ce thème, la santé de l'école à l'entreprise, il nous faut nous interroger sur les questions de prévention, sur les questions de formation et de prise en compte du bien-être. 4 intervenants vous ont été présentés. Aurore Léocadio, vous êtes directrice générale de Raphaël Prévention Santé, centre de médecine intégrative, d'abord dédié à l'accompagnement de patients atteints de cancer et prolongeant son action, son modèle à l'ensemble des maladies chroniques. Nora Machurel, vous avez débuté votre carrière comme enseignante en sciences et techniques médico-sociales. Vous êtes désormais personnel de direction de l'éducation nationale. Vous avez une très riche expérience en collège, en lycée, en cabinet ministériel. Et vous dirigez actuellement à Paris le très complexe lycée Vierge Diogène, école nationale de chimie, physique, biologie, dont les quelques 2000 élèves et étudiants sont destinés à des carrières scientifiques, pour partie dans le domaine de la santé. Vous êtes également vice-présidente de l'Association française des acteurs de l'éducation. Patricia Ardillet, psychothérapeute, présidente directrice générale de l'Humaninov, fondation notamment à l'inclusion en entreprise du personnel atteint de pathologies chroniques, fondation portant la valeur santé, la prévention santé en entreprise. Et puis Anne-Marie Lemaire, fondatrice et animatrice du cercle Entreprise et Santé, un groupe de réflexion associant entreprise et organisme dans une analyse sur la santé et la qualité du travail, par exemple sur les impacts de l'innovation. Sans plus attendre, peut-être vous cédez la parole à Mme Dominique Léocadio pour préciser quels sont les enjeux de la prévention en matière de santé au travail, en repartant peut-être d'une définition, c'est une santé que l'on peut qualifier de globale et durable. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie M. Barre. Premièrement, j'aimerais commencer mon propos par définir qu'est-ce qu'une santé globale et durable. La santé, comme tu l'as justement dit en guise d'introduction, Alain, ce n'est pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités, mais vraiment une réalité multidimensionnelle, avec plusieurs composantes. La composante physique, sexuelle, émotionnelle, psychologique, sociale et environnementale, qui prend aussi bien en considération les éléments médicaux stricto sensu que les déterminants de la santé. Nous pourrions même aller plus loin et concevoir une intégration de la santé animale, environnementale et humaine. C'est ce qu'on appelle le concept de One Health ou une seule santé. Nous avons assisté au cours du XXe siècle à une véritable transition épidémiologique, comme l'avait souligné Omran dans sa théorie, qui nécessite aujourd'hui un changement de paradigme sociétal. Les maladies chroniques constituent aujourd'hui la principale cause de décès et d'incapacité, avec 71% des décès dans le monde. Alors de quoi parle-t-on exactement? On parle principalement de 4 groupes d'affections: les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète de type 2. S'il y a bien un chiffre clé, c'est celui-ci. En France, ce sont 20 millions de personnes qui sont atteintes par des pathologies chroniques, soit 30% de la population française. Alors oui, les défis soulevés par les maladies chroniques sont multiples. Premièrement, c'est un défi pour le patient et ses proches, car on bascule dans une nouvelle vie après le diagnostic. C'est aussi un défi pour les professionnels de santé, car certes notre système français est performant, bien que si d'un point de vue au niveau de l'évaluation médico-économique, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient, mais la prévention est insuffisante
suffisamment développée, notamment la prévention primaire. Les disciplines sont trop cloisonnées. On doit passer d'une logique de soins à une logique de parcours de soins, et ce qui nécessite d'ailleurs une coordination bien plus importante entre les différents acteurs. C'est aussi un défi, ces maladies chroniques, pour l'égalité en santé, car nous observons une inégalité forte face aux facteurs de risque, ce qu'on va prendre en considération bien évidemment dans nos programmes de prévention. Il y a par ailleurs une interaction entre les inégalités sociales, financières et géographiques. Des inégalités de genre aussi, car les femmes perdent 2 fois plus leur emploi que les hommes atteints de maladies chroniques. La perte de revenus est supérieure chez les femmes, 78% versus 59% chez les hommes. C'est un défi enfin pour le travail, car bien évidemment on observe un vieillissement de la population, un recul de l'âge de départ à la retraite qui est indispensable. Aujourd'hui, 15% de la population active est atteinte par une maladie chronique. En 2025, ce sera 25%. Le dernier défi, c'est pour la recherche, car les programmes de recherche sont orientés pathologie par pathologie. Et donc, on doit décloisonner cela aussi. Et on l'a évoqué précédemment, l'impact des perturbateurs endocriniens. Comme je le disais, c'est bien paracète, si tu fais poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ceci n'est plus valable avec les perturbateurs endocriniens. Nous pouvons observer des effets même à faire des causes. Je vais tenter d'introduire un élément clé qui est par rapport à l'espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé devient un véritable enjeu de santé publique. En effet, on vit plus longtemps. L'espérance de vie a presque doublé au cours du XXe siècle grâce aux incroyables progrès de la médecine, mais on vit plus longtemps avec des incapacités. Ainsi, l'espérance de vie chez une femme est à peu près de 86 ans et 80 ans pour un homme. En ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, c'est toute autre histoire, c'est à peu près 64 ans. Il y a donc une différence de plus de 15 ans chez les hommes et plus de 25 ans chez les femmes entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé. Juste par rapport à la prévention, quand on parle justement de cet essor des maladies chroniques, il est important de savoir que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, 80% des diabètes de type 2 et 40% des cancers, en jouant justement sur ces facteurs comportementaux, alcool, tabac, alimentation déséquilibrée et activité physique insuffisante, sédentarité, et ainsi que les facteurs environnementaux, sonore, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, la pollution de l'air intérieur et extérieur, et ainsi de suite. 20 millions de personnes sont atteintes par des pathologies chroniques en France, qui nous coûtent 84 milliards, or nous allons seulement 3% de nos budgets à la prévention. Donc agir sur le temps long est tout simplement plus une option aujourd'hui. Un grand merci à vous. La prévention invitant à l'anticipation, pour revenir en amont de l'exercice de la vie professionnelle. Madame la proviseure, peut-être que vous nous précisez en quoi l'école est aujourd'hui promotrice de santé, et puis comment cette école met en avant les formations de santé, notamment à travers le modèle de portée de la réussite. Bonjour à tous, je suis pour ma part ravie d'être là et de voir la chaire santé intégrative prendre forme, et merci beaucoup de votre soutien. Alors, l'école, c'est le premier promoteur de santé, évidemment, sur le territoire, avec des partenaires. On va essayer d'être très concret, mais clairement, un enfant ne peut pas bien apprendre s'il n'a pas bien mangé, s'il n'a pas bien dormi, s'il ne va pas bien dans son environnement, s'il ne bouge pas. Donc on peut résumer, je reprends, je crois que j'étais contente de voir que Sandra disait la même chose que moi, mais effectivement, je vais reprendre le bien manger, le bien dormir, le bien bouger, le bien-être psychologique, social, médical. Alors je sais que le CNAM s'intéresse beaucoup à cette question-là, j'en suis aussi ravie. C'est vrai que la santé mentale des jeunes est extrêmement importante. Et donc il y a, bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dispositifs qui existent, mais très clairement, on sera toujours à la recherche de pourquoi un enfant n'y arrive pas. Donc on a un certain nombre de partenaires, y compris au sein de l'éducation nationale, à travers justement nos équipes éducatives,
Et puis nous avons aussi une grande politique d'intégration, évidemment, des malades chroniques, des élèves en grande difficulté, des élèves porteurs de handicap. Et nous évoluons beaucoup dans ce domaine, mais nous sommes confrontés, comme vous tous, à une pénurie de personnel. D'où, pour moi, l'importance d'interroger effectivement les besoins, les formations, et d'utiliser l'agilité dont nous sommes capables, puisqu'on a souvent l'impression que l'éducation nationale est un mammouth qui ne bouge pas, c'est absolument faux. On a pu voir pendant la crise sanitaire à quel point on a été capable de s'adapter, de démontrer, de garder les enfants et de faire au mieux, parce que c'était vraiment une période extrêmement difficile. Et justement, durant cette période de crise où, très clairement, j'ai été complètement captée par la manière dont l'Institut Raphaël, et tout particulièrement le docteur Alain Toledano, a tenu à distance ses patients sans jamais les lâcher. Alors en occupant le terrain, parce que je crois que vous ne savez pas plus que les uns et les autres sur le Covid, la Covid, mais voilà, ça a montré au moins la nécessité de faire bouger les lignes, de faire beaucoup plus de transversal, et c'est ainsi qu'on a construit l'accordé santé intégrative, donc qui s'est déroulée toute l'année dernière, qui se poursuit cette année, une cordée extrêmement ambitieuse qui fait le lien entre les formations de santé, puisque vous avez pu comprendre qu'au sein de l'établissement, en fait, il y avait à la fois des techniciens supérieurs de laboratoire, cet établissement avec 60 labos, avec des alternants, avec 2 très grosses formations en partenariat avec l'INAM, portée par Jean-François Saguery, donc une licence génomique, une licence pharmacovigilance, et le plus grand pôle de manip radio et radiothérapie. Et justement, cet apport des professionnels qui vraiment, je trouve, bougent énormément, sont dans l'innovation, ont envie que les cadres explosent, clairement, on sent qu'il y a une volonté transverse. Il nous apparaît évident de pouvoir apporter ce regard-là aussi à nos étudiants. Donc nous avons engagé l'Institut Raphaël, et je les en remercie. Sanofi est engagé auprès de 2 classes de bioqualité, analyse laboratoire, et ils font du lien régulièrement avec des mentors qui leur montrent quel lien est indispensable. Donc ça nous donne des professionnels qui sont extrêmement performants, qui sont adaptés. Une bonne partie poursuivent leurs études ou vont au bout de 2-3 ans reprendre. Donc c'est indispensable. Et nous avons au niveau des manip radio agrandi aussi notre partenariat au niveau européen. Donc nous avons en ce moment par exemple des professionnels qui sont en Allemagne qui préparent les projets. Donc on peut aussi confronter les façons de faire. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Pologne, qu'est-ce qui se passe en France. Et l'envie, c'est d'avoir des étudiants qui soient souples, qui se rendent compte que la santé, c'est pas juste ce qu'on va apprendre à l'école, c'est aussi mettre un peu de soi. Et donc nous avons mené l'année dernière, je vais essayer d'être courte maintenant, une activité de yoga thérapeutique. Donc avec à la fois des étudiants allemands, des étudiants français, des professeurs français, des professeurs allemands, des patients. Et ça a été un moment assez magique puisque les étudiants n'arrivaient pas à être aussi agiles et souples que les patients, qui étaient plutôt des patients en oncologie, donc avec des vraies difficultés. Et on s'est beaucoup interrogé en se disant, mon Dieu, la santé physique de nos élèves, c'est compliqué, il va falloir qu'on mette peut-être un peu plus de sport ou qu'on parle un peu plus de l'alimentation. On a vu des situations de surpoids, etc. Mais on a pris le temps à l'issue de l'activité d'expliquer pourquoi le yoga thérapeutique, pourquoi c'est important. Toutes les questions étaient ouvertes, ils ont pu nous interroger, nous avions des interprètes pour être sûr que l'interprétation soit la plus juste possible.
Et bien, 2 jours après, ces mêmes élèves qui étaient incapables de bouger, vous les retrouviez sur la tête à l'Institut Raphaël. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné du sens, vraiment, à leur enseignement. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est ça. C'est gagnons la souplesse, gagnons l'agilité, osons. Quoi qu'on en dise, nos organisations ont de la souplesse. Il y a toujours la possibilité de créer, d'innover. C'est quelquefois un peu long, mais on y arrive. Donc, je rejoins les équipes du CNAM qui appellent à une grande transversalité. Et voilà, c'est mon petit mot. Je vous remercie, Natacha. Toujours dans une logique de prise en compte en amont des problématiques de santé, cette fois-ci dans le monde du travail, on voit aujourd'hui se développer le care management, peut-être en reprenant la thématique des maladies chroniques en entreprise, donc ça me parlait davantage de cette table ronde, Madame Artillet. Comment présenter cette logique de care management? Merci à vous. Je te bien. Merci. Bonjour tout le monde, donc Patricia Andier. Ravie d'être présente dans ce colloque, ce premier colloque en centrale préventive. Donc merci à la fois à Aurore, Alain et puis un certain nombre de personnes en fait dans la salle, Sandra, Isabelle, Célestin. Voilà, donc moi j'ai en fait fondé une fondation qui s'appelle la Fondation Humaninov. Humaninov, pourquoi? C'est le petit bonhomme qui a une capacité à innover. Ça, c'est important et je vais vous faire le pont de pourquoi on est arrivé au care management pour que vous compreniez. Donc, quand on a bâti cette fondation, et je n'étais pas toute seule, j'étais avec un certain nombre d'entreprises, on est tous partis du principe que pour que l'homme soit créatif, il fallait qu'il travaille en intelligence collective et qu'on puisse le mobiliser sur les grands enjeux sociétaux. Et un grand enjeu sociétal, bien entendu, c'est la santé. On est très vite arrivé à la maladie chronique. Comme l'a rappelé Aurore, vous avez un enjeu conséquent puisque vous avez un salarié sur 4 qui est atteint d'une pathologie chronique, 20 millions de Français en 2025, ce qui veut dire qu'on est bien entendu dans un enjeu sociétal. Et nous nous sommes dit, nous allons, en tant qu'entrepreneurs, aller frapper à la porte du ministère de la Santé. Donc là, c'est intéressant puisqu'on a déjà eu quelque part une démarche intégrative. Et on voit bien que la santé intégrative, c'est quelque part cette capacité qu'on peut avoir à relier en intelligence collective l'ensemble des acteurs. Et donc oui, plus on va travailler ensemble, plus on va pouvoir mêler le monde de la santé, au monde de l'école, au monde de l'entreprise, à tout, je dirais, le réseau institutionnel, et plus quelque part, on va pouvoir avoir une meilleure qualité et beaucoup plus de prévention santé. Donc, ça s'est passé en 2019, vous voyez, on était juste avant l'effet Covid, et donc on a été à l'époque missionné par Agnès Buzyn qui nous a demandé d'aller mettre en place une démarche sur une dizaine de grands groupes. On a eu la chance d'avoir une dizaine de grands groupes, des gens comme Nouveau, on a L'Oréal, on a l'Okiponet, etc. Et donc, parmi cette démarche, eh bien, l'enjeu c'était d'aller repérer des choses qui fonctionnent dans les entreprises pour pouvoir justement aider les personnes atteintes de pathologies chroniques à aller mieux globalement dans leur santé et surtout être beaucoup plus intégrées, puisqu'aujourd'hui il y a quand même un fait important, c'est que vous avez une personne sur 2 qui atteint d'une pathologie chronique perd son poste de travail. Et très vite, en fait, on s'est dit, bien, face au nombre, c'est-à-dire 25% des personnes, on n'a pas d'autre solution que d'avoir une démarche collective. Et dans la démarche collective, nous avons au care management, c'est-à-dire il faut développer à outrance le care management dans l'entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire le care management? Alors là, on s'est interrogé. Alors évidemment, on a eu la chance de progresser donc, sur différentes définitions. En tout cas, la définition que nous on a apportée, elle est assez simple. C'est la notion de prendre soin du collaborateur pour qu'il prenne encore mieux soin des clients. Et donc, prendre soin du collaborateur, ça veut dire quelque part l'aider à la fois dans la prévention santé, mais aussi dans l'intégralité de l'écosystème dans lequel il peut se trouver
trouver pour que finalement sa santé soit la meilleure possible. Comme l'a rappelé Aurore, la santé, ONF, ça dépasse la santé. Vous avez la partie environnementale, vous avez bien entendu la prévention, la santé en tant que telle, et c'est toutes ces disciplines qui vont faire qu'on va être en bonne santé. Et aujourd'hui, l'entreprise a un rôle important. D'ailleurs, on est en train de tisser des liens actuellement avec notamment des médecins de santé publique. Et en fait, dans l'idée, c'est que l'entreprise est en train de devenir un acteur de santé publique. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mêler ces rencontres, vraiment cette cross-fertilisation qu'on peut avoir entre à la fois des personnes de l'entreprise, des personnes du secteur médical. Et c'est aussi pour ça que vraiment je souligne la démarche d'Aurore, Alain et toute l'équipe de l'Institut Raphaël, puisque à chaque fois que j'ai eu la chance de pénétrer dans l'Institut, j'ai rencontré des entreprises, en fait. Voilà, tiens, on vous présente la personne de telle entreprise. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu important de pouvoir mêler la culture, parce que c'est pas gagné que de mettre en place la santé en entreprise, il va falloir convaincre, et c'est en ayant des démarches de cross-fertilisation qu'on va y arriver. En matière de santé, donc, les enjeux de formation sont essentiels. Ces enjeux évoluent aujourd'hui parmi les problématiques de santé, notamment de santé au travail. La question des risques psychosociaux est devenue centrale. Madame Devers, là encore, très fort partant d'une définition, qu'en est-il de ces risques psychosociaux? Merci à vous. Et je rebouclerai sur ce que vous disiez, Patricia, c'est que, notamment sur ces questions de maladies chroniques. Je m'appelle Marie Devers, donc j'ai cofondé et j'anime ce cercle entreprise de santé depuis 2007 maintenant, donc on a une certaine chronologie là-dessus. Et effectivement, quand on a, et je remercie de m'avoir invité, merci Aurore, aussi rencontré Alain Toledano, je dirais qu'il y a eu un certain retentissement aussi personnel et émotionnel. Il y a un peu plus de 2 ans, je crois que la chaire n'était pas encore montée, vous étiez en train de monter l'Institut Raphaël, et dans le cours de nos réunions mensuelles, on regardait précisément justement l'inclusion des maladies chroniques, et plus particulièrement du cancer, peut-être la 3e ou 4e. Je veux dire que ce qui m'a frappé tout de suite, alors je voudrais dire déjà à titre perso, j'aurais bien aimé l'avoir rencontré avant. Au moment où on fait les rencontres, c'est toujours bien, mais c'est de temps en temps, c'est aussi bien avant, vraiment sur ces questions-là, parce que je dirais que non seulement l'entreprise, mais pour citer aussi le milieu hospitalier, quelquefois dans le traitement de ceux qu'on appelle malades chroniques, et je veux dire que quand vous êtes dans la catégorie, vous n'avez pas du tout qu'on vous traite de malades chroniques ou qu'on vous traite de cancéreux, surtout au travail, c'est pas très sympathique, mais c'est une des questions qui se posent. Et là, je dirais que c'était aussi un professionnel de santé, un médecin, et qui affirmait au clair, si le monde essaie de dire un tout petit pas, c'est que la santé n'est pas la propriété des médecins, mais qu'elle commence d'abord par tout un chacun. Voilà, donc merci à vous de me passer la parole aujourd'hui. Donc, je choisis un petit peu de mettre les choses sur le propre de santé-travail. Alors, pardon, mais nous, on tenait beaucoup, surtout il y a 15 ans, on tirait. C'est-à-dire surtout ne pas être enfermé, être avec ce qui dit, et ne pas être enfermé sur la santé au travail avec la définition, j'allais dire, techno-réglementaire, souvent très, très enfermante là-dessus. Et donc, déjà l'idée, c'est pourquoi on est vraiment content de vous avoir rencontré, déjà l'idée que c'est la santé globale qu'il faut poursuivre, parce que l'individu, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas, ce qui a pu être défini pour un temps, n'est pas différent du moment où il rentre ou pas dans l'entreprise. Je dirais que c'est d'autant plus marqué en période et en période de confinement. Alors voilà, qui on est juste, je dirais qu'on est marqué depuis le début dans une approche système, et on n'utilisait pas encore le terme de santé intégrative, mais celui de santé globale. Justement parce qu'on ne peut pas séparer les choses. Alors, c'était difficile, mais je dois dire qu'on est passé d'ailleurs de la médecine du travail à la santé et à la santé au travail. C'est des combats que certains d'entre vous connaissent entre justement disciplines et disciplines spécifiques, autres types de professionnels. Il faut me dire qu'il y a pas si longtemps, il y a 5 ans, sur un colloque de ce type qu'on organisait sur les enjeux santé-travail
environnement, et sur lequel on avait pris l'optique un peu juridique, notamment à propos de l'amiante. Je vais faire venir le juge emblématique de l'amiante à l'époque, et j'avais eu le bon cas d'un certain nombre de médecins, et comment osez-vous parler de santé au travail sans avoir à la table, mais j'étais dans la salle, un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'est notre organisation, et on a deux types de missions. En interne, et là je dirais que c'est un peu comme dirait Maillard, sans phare et sans reproche, c'est-à-dire qu'on a avec nous des représentants d'entreprises. Je dirais, j'aime pas le terme, pardonnez-moi, d'entreprise, parce que c'est enfermant sur les seuls, j'allais dire 16 millions, 18 millions maximum de salariés qui sont en entreprise et en entreprise commerciale. N'oublions pas les 6 millions des 3 fonctions publiques diverses, et notamment la vôtre, si je peux me permettre. Et bien sûr les agriculteurs, alors même s'ils sont plus de 300 000, je crois, avec la première des divisions, c'est quand même globalement important. Et puis j'allais dire aussi les associations, 3-4 millions. Et les indépendants, c'est toujours bien, ce qui fait qu'on dépasse très largement le quota des répertoriés, 28 millions de travailleurs, si je peux me permettre de prendre le terme de la CGT, plus que les salariés, parce que les salariés, le salariat aussi, on n'en est pas encore aux États-Unis où si la moitié des employés sont des employés sur des self-employed, c'est-à-dire n'ont pas un statut de subordination et autres. Et ça, c'est aussi l'une des questions. Donc on essaie d'ouvrir à l'ensemble. Et puis l'autre côté, donc c'est en réseau, et donc c'est très ouvert. C'est comme par exemple par ici, on a fait merci à Sandra Berthozen de nous avoir accueillis à plusieurs reprises là. On travaille aussi avec les SEC, avec d'autres écoles de ce type. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir ouvrir pour pouvoir permettre, j'allais dire en contemporain, à ceux qui ont le savoir, notamment plutôt les grandes entreprises, parce qu'ils ont souvent plutôt plus les moyens d'autres de développer des choses, de faire ça. Et là, ce que vous voyez affiché, alors peut-être qu'il vous faudrait des personnes pilées pour regarder, mais c'était la semaine dernière, par exemple, dans notre réunion interne d'entreprise, on était une vingtaine, on ne va pas au-delà, on est au ferme, c'était justement sur le basculement entre les RPS, les risques psychosociaux, et la santé mentale, dont on voit bien qu'elle envahit non seulement les écrans, mais l'autre de façon tout à fait internationale. Et l'autre que vous avez à droite, vous serez fortement invité si vous voulez, donc là c'est sur un autres axes qui est l'innovation et l'impact des innovations sur la santé, et qui est là ce qu'on appelle les UX Forum Innovation, pour être toujours un projet utilisateur, c'est-à-dire pour nous les experts sévères, ils ont plein de tribunes. En revanche, les utilisateurs, les gens de terrain, c'est important qu'ils puissent s'exprimer aussi. Et là, on regarde avec deux trucs qui sont en train, à mon avis, de révolutionner le monde du travail, notamment dans les perspectives du vieillissement. Ce sont les exosquelettes, donc qui vont permettre à tous ceux dont le travail n'est pas télétravaillable ou autre de pouvoir se développer. Et puis les capteurs, alors ça aussi c'est un peu tabou en France, parce que les capteurs, que ce soit le computer vision ou autre, tout le monde en a peur. Alors en termes économiques, c'est un rapport absolument énorme. Voilà sur ces trois choses. Alors, premier truc, quelques mots sur le passage santé-travail à santé globale. Je dirais que là, on a connu au départ un resserrement tout à fait important, et quand on a monté ce cercle, l'idée était aussi, à côté de ce truc, on avait des pauvres médecins du travail, j'allais dire qu'elle était un peu en ghetto quand ils étaient vraiment enfermés dans un coin près des archives, globalement quelque part, faisant souvent des rapports absolument remarquables, et qui n'étaient pas lus. Et je veux dire que cette espèce de plafond de verre qu'on a encore interne, non seulement des entreprises, mais plus globalement, c'est aussi tout à fait important. Et ainsi, pour moi, ça a été, on travaille pas mal avec les syndicats de salariés. Et ainsi, pour moi, ça a été, alors pardon, mais pour la petite histoire, ça m'amusait beaucoup, c'était dans le nord et dans le nord de la France, de faire intervenir auprès de nobles universités catholiques, justement quelqu'un de la CGT un peu strong, et il nous avait dit tout à fait clairement, nous par exemple, on s'est rendu compte que le pouvoir dans l'entreprise, c'était plus ce qu'on appelait à l'époque les comités d'entreprise, mais c'était les CHSCT, parce que les enjeux justement de santé et de sécurité étaient importants. Ça, c'était il y a 10 ans. Et puis les choses ont beaucoup bougé. Je dirais qu'elles ont bougé notamment malheureusement à cause de gros accidents et aussi de gros procès. Je veux dire, en France, on est aussi
des choses en santé mentale. Je voudrais juste vous dire là, on est vraiment sur des points importants. Ces chiffres-là sont issus le mois dernier de l'United Health Institute sur qu'est-ce que ça pèse mondialement. Mondialement, ça pèse annuellement plus de 2500 milliards de dollars, on parle autant en francs, en euros globalement maintenant, là-dessus. Et on sait que les maladies mentales, ce qui est atteint mental, risque d'avoir 10 à 25 ans de réduction là-dessus. D'autres choses aussi que je voulais vous montrer là-dedans, c'est les attitudes et là maintenant la revendication, je dirais, tout à fait claire de la part des travailleurs, encore une fois, pas que salariés, sauf que les salariés ont la parole, pas les sous-traitants. Ça, c'est aussi une question qui est un peu difficile là-dessus. Et vous aurez, si ça vous intéresse, on pourra vous donner quelques chiffres qui sont faits par des organismes européens et nationaux là-dessus, de ce côté-là, et qui montrent par exemple qu'en France, on est près de 60% des salariés qui posent des questions là-dessus. Ce que je vais vous montrer aussi sur les risques, c'est aussi un conseil, c'est sur toutes ces questions qui sont très modes, on entend tout et le reste. Et donc, allez d'une façon générale prendre vos informations plutôt dans les, j'allais dire, on ne sait pas pour faire de la générale, mais dans les organismes qui sont un peu solides et un peu patentés, plutôt que un peu globalement n'importe où. Et ça, c'est parisien sur la main. Et donc, voilà, ça c'est ce qu'on entend beaucoup. Pourquoi je souhaite sacrifier ma santé mentale pour un CDI? C'est non. Et donc, il dit qu'il ne rentre pas globalement dans son entreprise. C'est à la fois ce qu'on a appelé la grande émission qui est remplacée par le quitting globalement maintenant, mais sur lequel il est là, les employeurs, quoi qu'il en soit, tous sont obligés de regarder cette question, qui est une question difficile et autres. Et je voudrais faire un point là-dessus. Donc, je ne vous connaissais pas, mais maintenant j'ai le plaisir de vous connaître maintenant. On a cette fois-ci en rayonnement très large, avec, je dirais, un peu tous acteurs qui est aussi notre façon d'être, regarder les enjeux de ces réalités de santé mentale. Alors, par contre, je vais mettre un peu de santé mentale dans les mondes de l'enseignement. On a dit exprès les mondes de l'enseignement parce qu'il n'y a pas que les profs. Il y a les profs, mais il y a tous les autres personnels. Donc là, c'est 100 000 euros, mais vous avez 12 millions, plutôt 13 millions d'élèves et d'adolescents, et tout autour, à la fois les familles, les territoires et autres. Et là, ce qui était intéressant, et là, vous avez aussi notre stat qui vous montre que la France, justement, sur ce secteur-là, est particulièrement sensible, vulnérable, et c'est sans doute l'un des pays en études mondiales, sur les pays francophones, je vais peut-être en tirer un bonbon sur le malaise ou le mal-être, voilà. Et donc l'autre chose aussi qu'on essaye de faire, là, c'est de regarder, c'est très pousseux, mais c'est de regarder complètement ce que fait le terrain, et ce que fait le terrain aussi du côté, pas seulement du tertiaire, c'est-à-dire que les malaises, la difficulté psychologique et la santé mentale touchent non seulement ceux qui sont des travailleurs, des cadres, et ça renforce les choses bien sûr, mais aussi tous ceux pour qui, je veux dire là par exemple, c'était des exemples logistiques, en matière de logistique, que ce soit dans des entrepôts, dans le transport, peuvent avoir, compte tenu de l'intensité, je vais dire, commerciale et opérationnelle qui pèse sur eux, ce type de choses. Voilà. Donc voilà, merci encore à vous de m'avoir ouvert et abordé. On va continuer avec vous et avec Laurent si vous voulez bien sur ce sujet, notamment en prospective sur Exposo, sur les questions d'environnement et autres. Merci. Un très grand merci à vous. Alors, c'est l'occasion de vous remercier toutes et tous. En fait, ça pourrait faire l'objet de colloques à part entière, chacune des thématiques. Mais l'idée, c'est de s'imprégner de tous ces mondes et chacun repart avec des messages clairs, je crois qu'ils en sont. Merci à nos intervenants, merci à notre modérateur. On va encore faire des